Bonjour à tous et merci pour votre fidélité pour ceux qui ont déjà regardé mes vidéos précédentes et bienvenue si vous découvrez ces vidéos. Aujourd'hui, direction le sud-est et la Provence. Je vous propose un vol au-dessus d'Aix-en-Provence, la montagne Sainte-Victoire, Marseille, les Calanques et puis la côte méditerranéenne jusqu'à Toulon. Décollage de l'aéroport de Marseille-Provence qui, comme son nom ne l'indique pas, est en fait assez loin de Marseille parce que la géographie régionale rend compliqué la construction d'aéroports dans cette région. Cet aéroport a été construit sur les berges de l'étang de Berre qui a l'avantage d'être un endroit plat, forcément il y a de l'eau, et qui permet de grignoter sur l'étang lui-même pour agrandir la piste et les infrastructures de l'aéroport. Sur cette vidéo, vous voyez une belle herbe verte autour de la piste, merci les ordinateurs de Microsoft, parce que la réalité, c'est plutôt de la paillasse jaune grillée par le soleil provençal, puisqu'ici on a plus de 300 jours de soleil par an. L'aéroport de Marseille abrite aussi le siège d'Airbus Hélicoptère, anciennement appelé Eurocopter. Faisons un petit demi-tour au-dessus de l'étang pour mieux voir ses installations. À gauche de l'appareil, juste après l'aérogare, voici les installations donc d'Airbus, d'où sortent les hélicoptères type Écureuil, Dauphin, Super Puma, Tigre. Et les petits ronds qu'on voit sur le tarmac, là sous l'aile gauche de l'avion, ce sont les aires d'hélicoptères, des hélicoptères qui sont en test. Prenons maintenant la direction nord-est vers l'arrière-pays. Une trentaine de kilomètres plus loin se profile Aix-en-Provence, au pied de la montagne Sainte-Victoire que l'on voit au loin là-bas. Aix est une vieille ville romaine créée en 122 avant Jésus-Christ et son nom vient d'ailleurs de l'assemblage de deux mots latins, aquae et sextius, aquae qui veut dire eau en latin, car Aix est construit sur des sources thermales utilisées depuis l'époque romaine jusqu'à aujourd'hui, et Sextiae qui est le nom d'un consul romain qui a construit la ville. Aquae Sextiae est donc devenu avec le temps Aquis puis Aix. Au XVe siècle, Aix connaît une première période dorée sous l'impulsion d'un certain comte de Provence nommé le roi René. Il a entre autres créé en 1409 une grande université qui existe encore aujourd'hui et qui rayonne encore aujourd'hui, en particulier en matière de droit. Aix est depuis appelée la ville du roi René, et pourtant quand on voit la tête qu'a ce bon vieux roi René, il fait un peu peur. Allez, un dernier petit passage pour voir défiler sous l'aile gauche le cours Mirabeau, la grande allée bordée d'arbres, et un petit peu après, toujours sous l'aile gauche, le grand bâtiment carré qui est le palais de justice d'Aix-en-Provence. Maintenant, dirigeons-nous vers le nord-est, vers la montagne Sainte-Victoire, ce grand triangle de calcaire qu'on voit au loin. C'est une crête de 18 km de long et culminant à peu près à 1000 mètres, et c'est un symbole de la Provence qui a été en particulier immortalisé par le peintre Cézanne, qui, inspiré par cette montagne Sainte-Victoire, l'a peint dans une soixantaine de ses tableaux. Allez, il est temps de faire demi-tour et de revenir plein sud vers la côte, tout en suivant cette très belle crête sur laquelle on peut faire des randonnées avec des points de vue splendides. Ça y est, au loin, on voit apparaître l'étang de Berre d'où nous avons décollé tout à l'heure. Dans les années 50 à 60, c'était devenu un des endroits les plus pollués de la région, puisqu'il y avait deux raffineries sur le bord de l'étang de Berre, une usine sidérurgique et tout ce brave monde rejetait des polluants divers dans l'étang. La pêche a même été complètement interdite pendant des années. Mais heureusement, depuis les années 70, il y a une politique volontariste qui a été mise en place et qui a obligé tous ces industriels à réduire fortement leur pollution. Et plus récemment, dans les années 90, c'est au tour d'EDF de réduire fortement le renvoi d'eau non salée, d'eau douce, vers l'étang de Berre pour que l'étang retrouve sa salinité d'origine. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, l'étang est devenu un endroit touristique et très utilisé pour les sports nautiques. Pour ce qui est de la pêche, je laisse à chacun le choix de décider. Allez, pendant qu'on parle, on est passé au-dessus de la chaîne de l'Estac, cette petite chaîne de montagne qui fait la séparation entre l'étang de Berre qu'on voit derrière l'avion et la baie de Marseille. Et voici donc la belle baie de Marseille, avec cette très belle ville qui est au fond. Marseille est une ville orientée nord-sud. Ici on arrive par le nord, donc derrière le port de commerce, vous avez tous les quartiers nord de Marseille. Le port de Marseille est le premier port français en termes de tonnage, avec un peu plus de 80 millions de tonnes chaque année. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la moitié sont des hydrocarbures et sont donc déchargés au port de Fos-sur-Mer, de l'autre côté de l'étang de Berre, même si ça reste officiellement le port de Marseille. Le plus étonnant quand on est réellement à côté du port, c'est de voir qu'il y a peu de cargo dans le port. Les rotations sont tellement rapides que les bateaux ne restent jamais très longtemps. Le plus spectaculaire dans le port de Marseille, ça reste les immenses bateaux de croisière, hauts comme des immeubles, qui viennent décharger à la journée 3 ou 4 000 touristes d'un coup. Quand les premiers bateaux de croisière sont arrivés dans les années 90, une des difficultés a été de trouver assez de cars climatisés pour gérer ce flot de touristes matin et soir. Il n'y avait pas assez de cars disponibles sur toute la ville de Marseille. À gauche de l'avion, on voit défiler les anciens docks transformés en centres commerciaux. Sous l'avion, on va bientôt voir apparaître le Mucem, voilà, sous l'aile droite. Et ensuite le fort Saint-Jean qui ouvre le Vieux-Port. Donc le Vieux-Port qui est précisément sous l'avion en ce moment. De l'autre côté de l'entrée du Vieux-Port, il y a le fort Saint-Nicolas que vous avez peut-être vu passer sous l'aile droite, qui a la particularité d'avoir ses fortifications tournées vers la ville. On voit que le gouvernement de l'époque trouvait que le vrai danger, c'était plus venant des Marseillais eux-mêmes, plutôt qu'une possible flotte étrangère. Sur Flight Simulator, Marseille est une des villes en
photogrammétrie, c'est-à-dire que chaque bâtiment a été reconstruit en 3D à partir d'images satellites prises de différents angles. J'entends les fans de foot se mettre à hurler. Oui, effectivement, sous l'aile gauche de l'avion, ce qu'on va passer, c'est le stade Vélodrome avec le fameux OM. Bref, je disais que Marseille est une ville en photogrammétrie, ça veut dire que n'importe quel bâtiment est modélisé. Et si vous connaissez quelqu'un qui habite un immeuble, une maison, même une cabane de jardin, en cherchant bien, vous le trouverez modélisé en 3D. Depuis tout à l'heure, on se dirige plein sud, et là on arrive aux confins de Marseille, et comme vous pouvez voir au bout de Marseille au sud, il y a un massif montagneux qui s'appelle Marseille Vert. Et maintenant virage à droite, et revoici Marseille, cette fois qu'on va remonter du sud vers le nord. Et pour commencer, sous l'aile droite, voici les plages du Prado. Si vous voulez mixer soleil et plage de galets avec la jeunesse en foule d'une ville dense, l'ambiance est absolument garantie. En continuant notre remontée vers le nord, on suit la Corniche, un boulevard urbain qui suit la mer et qui offre des points de vue sublimes, en particulier au moment du soleil couchant. Et voici maintenant le quartier d'Andoum et sa pointe rocheuse en pleine ville. Puis virage à droite, petit passage au-dessus du Vieux-Port, qu'on va remonter cette fois dans le sens de sa longueur. Et au bout, la célèbre Canebière et sa légendaire série de bars à tonton flingueur. À gauche, on peut distinguer la gare SNCF en plein centre-ville, à quelques minutes à pied du Vieux-Port. Terminons notre virage à gauche par un nouveau passage au-dessus du Vieux-Port, cette fois en travers. Et de l'autre côté, la célèbre Notre-Dame de la Garde, cette basilique qui surplombe Marseille en haut de son rocher de 150 mètres d'altitude. On la voit défiler sous l'aile gauche de l'avion avec son grand clocher, lui-même surmonté d'une statue de la Vierge Marie qui a été redorée il y a une vingtaine d'années. Juste en face de Marseille, à 3 km à peine de la ville, on trouve une petite île avec le château d'If. On la voit devant l'avion, légèrement à gauche. Cette île est connue pour avoir servi de décor au Comte de Monte Cristo, le roman d'Alexandre Dumas. C'est un roman et pourtant, quand on visite ce château, on peut visiter la cellule et le trou laissé par Edmond Dantès. Alors, légende ou réalité, je vous laisse visiter et vous faire votre opinion. Vers le large, on survole maintenant les îles du Frioul, deux longues îles qui ont été connectées par un port de plaisance, si bien qu'aujourd'hui, ça n'est plus qu'une grande île. Il faut dire que le manque d'espace est assez criant pour les bateaux de plaisance sur la côte, et le seul problème, c'est qu'il faut un bateau pour aller chercher son bateau. Je vous laisse réfléchir à ce problème. Moi, pour ma part, je continue à me promener au-dessus de ces îles qui sont aussi belles dans la réalité que sur le simulateur. Maintenant, on va quitter Marseille, qu'on voit ici défiler au niveau de l'aile gauche de l'avion, et la côte au sud de Marseille forme un coude pour repartir plein est, à l'endroit où ce grand massif calcaire qu'on appelle Marseille Vert au sud de Marseille se jette dans la Méditerranée de manière assez abrupte. Et là apparaissent les célébrités naturelles de la région, à savoir ce qu'on appelle les calanques, calanques de Marseille, calanques de Cassis. Ce qu'on appelle les calanques, ce sont simplement ces petits ravins, ces petites vallées qui ont formé des criques naturelles assez profondes, profondes vers l'intérieur des terres et aussi profondes au niveau de la profondeur de l'eau. La difficulté étant que pour y accéder, ou bien vous avez un bateau, ou bien vous avez des bonnes chaussures de randonnée pour ne pas se perdre dans ce véritable labyrinthe qu'est Marseille Vert. Et au bout des calanques, voici la petite ville de Cassis, ou Cassis, la prononciation dépend si vous voulez passer pour un Parisien ou pas. Et pour information, et si vos vêtements vous énervent, les calanques de Cassis sont aussi un paradis pour les naturistes. Au bout de la baie de Cassis, que l'on aborde maintenant devant l'avion, changement de paysage et surtout changement de couleur. On quitte le calcaire blanc de tout le massif de Marseille Vert pour aborder une immense falaise plutôt ocre qui culmine à 360 mètres en vertical au-dessus de la mer. C'est ce qu'on appelle le Cap Canaille. Alors l'histoire raconte qu'un certain nombre de voitures ont la drôle d'idée de sauter depuis cette falaise, en général des voitures qui ont besoin de disparaître, heureusement en général sans personne dedans, encore que. Mais bon, ces histoires de tonton flingueur ne sont peut-être qu'une légende dans la région. Maintenant, il va être temps de gagner le prochain aéroport, et pour ça, on va continuer vers l'est jusqu'à l'aéroport de Hyères. Et avant de l'atteindre, on va passer deux grandes baies. Voici la première avec la Ciotat et ses chantiers navals, que l'on voit sous l'aile gauche actuellement, qui existent depuis le XVIe siècle et qui ont vu sortir un certain nombre de gros bateaux, y compris des pétroliers géants, mais depuis quelques décennies. Ces chantiers navals se sont mis dans l'entretien et la construction de yachts de luxe. Donc si vous avez votre carte bleue sur vous, n'hésitez pas à aller faire un saut là-bas pour vous acheter un petit yacht de 100 mètres de long. De l'autre côté de cette baie, sur la gauche au fond, on voit la ville de Saint-Cyr-sur-Mer et son front de mer très agréable. La deuxième baie que l'on rencontre, qui est plutôt une double baie, est celle qui abrite Bandol, que l'on voit ici sur la gauche avec un grand port de plaisance et son casino. Et après une petite pointe rocheuse, la ville de Sanary-sur-Mer, qui est un ancien village de pêcheurs, transformé en très agréable ville, avec en particulier un port décoré avec les pointus des anciens bateaux traditionnels qui valent le détour. Allez, petit passage en rase-motte au-dessus de Sanary, juste pour le plaisir, et ensuite direction Hyères, parce qu'il faudra quand même penser à atterrir un jour.
En repartant vers l'est, on rencontre d'abord une petite montagne qui se jette dans la mer, c'est le cap Sissier, et dans le prolongement de ce cap Sissier, on voit apparaître la grande baie de Toulon, qui a été choisie par la Marine nationale à cause de son intérêt stratégique, puisque comme vous pouvez voir, elle est assez profonde, et grâce à cette configuration naturelle, la flotte est à l'abri depuis quelques siècles déjà. Bon alors je sais pas si vous avez remarqué la jauge de carburant en bas à gauche, mais elle commence à friser la zone jaune. Donc il faut vraiment trouver notre aéroport de Hyères. Pour ça on va continuer encore un peu vers l'est. Et la presqu'île de Hyères est juste après la baie de Toulon. Alors ça y est, on y arrive. Mais où est l'aéroport? Ce que je vois c'est juste de la grande moquette synthétique toute plate. Aïe aïe aïe, je crois que nos amis militaires ont encore usé leur gomme magique comme dans ma vidéo sur la Bretagne, pour effacer tout ce qui ressemble à des terrains militaires ou pas. Bon, le problème c'est qu'on n'a plus de carburant, l'aéroport a été effacé par les militaires, donc qu'est-ce qu'on fait? Il nous reste plus qu'une seule solution, c'est essayer d'atterrir sur cette pelouse synthétique verte. Allez, sortie des volets, deuxième cran, sortie du train d'atterrissage, on va essayer de se poser, et voilà, ça y est, ouf. Et voilà, on a fini notre petite découverte de la Provence. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et à très bientôt sur nos lignes.